Rebonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Alexandre Rankovic, pour celles et ceux à qui je ne me suis pas présenté. Je suis chercheur à l'IDRI dans le programme biodiversité. Je suis écologue et j'ai le plaisir de vous présenter et d'animer cette session qui va nous proposer un aperçu de différentes formes d'appropriation et de réappropriation du milieu urbain. Donc on va d'abord écouter Hongju de l'établissement public foncier de Normandie et de l'école nationale supérieure du paysage de Versailles. Ensuite, on aura le plaisir d'écouter Patrick Degeorges, qui est philosophe et qui nous vient du ministère de l'écologie. Et en derniers intervenants, nous aurons une présentation à deux voix de Rémi Baudouy, politologue à l'Université de Genève, et de Manel Kabouche, architecte urbaniste à l'Université de Grenoble. Je vous remercie, avant de leur donner la voix, d'applaudir une première fois les intervenants. Et je passe la parole. Merci à vous tous pour me donner cette chance pour vous présenter une recherche au sein de l'entreprise. Et cette recherche a été effectuée dans le cadre de contrat de boursif encadré entre Établissement public foncier de Normandie et l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. Donc, l'objectif de cette recherche est de s'interroger sur le rôle et l'évolution des projets de paysage dans le cadre de la réhabilitation des sites industriels pollués. Donc, il s'agit ici de réfléchir à une évolution de la manière de gérer les phases de recyclage de ces friches en y insérant un projet de paysage comme un levier de la régénération du territoire. Une réponse pertinente doit également prendre en compte la temporalité variable de la réhabilitation, relier le passé et le futur, sans négliger les valeurs immatérielles que le projet porte en lui. Donc aujourd'hui, je ne vais pas présenter l'ensemble de cette recherche, plutôt vous présenter un contexte et un cas qui en a au cours de réalisation pour voir un peu comment ça se concrétise dans une entreprise. C'est d'ailleurs cette raison-là, cette recherche a été subventionnée par l'ANT qui associait un peu, combinait un peu la pratique et la recherche. Donc, le contexte de recherche, donc en 1968, Établissement public foncier de Normandie a été créé. Donc, c'est un acteur majeur dans le recyclage foncier de friches industrielles. Il est noté qu'entre 1989 et 2012, l'OPFN a traité 300 sites dans la région Normandie, permettant la réutilisation de plus de 500 hectares. Avec le temps, donc l'enjeu est passé de la résorption des friches, parfois dangereuses, à une vocation de renouvellement urbain comme alternative à la consommation de l'espace naturel et agriculture. Donc en Normandie, l'activité du recyclage foncier s'associe le plus souvent à des programmes d'urbanisation, mais plus récemment, avec le retournement du marché immobilier et le renforcement des politiques environnementales, les sites pollués appellent des réflexions plus larges. Donc, c'est d'où l'aménagement paysager dans le processus de reconversion. Donc, on cherche où la place d'un projet de paysage dans le recyclage de tous ces sites industriels pollués. Donc, afin de favoriser ces nouveaux usages, donc le site a souvent été dépollué suite à une activité industrielle qu'ils ont abrité. D'une manière plus générale, l'aménagement de ces terrains nécessite ces réflexions à l'échelle diverse, avec de nombreux acteurs. Donc, la question du paysage se pose de plus en plus dans le processus de reconversion. Donc, premièrement, on a essayé de trouver des situations ou quel type de situation qu'on peut intégrer les projets de paysage. Donc, les trois situations sont les suivantes. Les sites qui connaissent un taux de pollution très important et où la pollution compromet certains usages. Deuxièmement, c'est des sites qui se situent dans une zone inondable, sont écologiques sensibles. Et troisièmement, c'est des sites qui se situent sur les terrains décalés constructibles, soumis à une attente très longue pour que le projet se réalise.
Donc, pour démontrer cette mise en œuvre d'aménagement paysager dans ces trois types de situations, on vous montre des exemples. Par exemple, ce terrain, site Baya, c'est le terrain, je vais vous présenter comment sa réalisation concrétise. Le site Baya, progressivement, c'est dans un milieu plateau agricole, une pollution radiologique et chimique résiduelle conduisent à privilégier la réalisation d'un projet paysager sur un terrain de 2,2 hectares. Donc, le renforcement du lien entre l'agence de paysagiste et les bureaux d'études ont pour but d'optimiser la faisabilité d'un espace ouvert au public, tout en assurant une maîtrise des risques résiduels et une conquête progressive de la qualité environnementale du site. Donc, ce terrain, on va vous parler un peu précisément plus tard. Le deuxième type de site, c'est des sites localisés dans les zones inondables ou zones écologiques. On a ici un terrain de site Sonon à la commune de Fleury-sur-Aune, près de l'agglomération de Caen. Donc, c'est un terrain qui près de la zone ZNIEF, zone naturelle faune-flore protégée, a une présence de corridors végétaux pour des espèces protégées, c'est des chauves-souris. Donc, on en empêche un défrichage total. L'intérêt de ce projet est de coupler la gestion de contraintes de pollution et l'aménagement paysager afin de transformer des contraintes en atouts. Troisième type de site, c'est des sites qui ont déjà des projets au cours, mais avec des surfaces importantes. Donc, la réalisation de sites, ça se fait progressivement. Donc, c'est le cas de Écoquartier de Flaubert à Rouen, donc, dont il y a une partie, ce site-là que vous voyez ici, qui est au milieu. C'est une parcelle désignée un futur canal. Donc, on souhaite sur cette partie de parcelle actuellement en friche, qui pourrait être une vitrine de communication. Donc, toutefois, dans ces trois types de sites, qu'on a des contraintes, c'est-à-dire lorsque la résolution de la friche, une durée très longue pour parvenir à la finalisation d'un projet d'aménagement. Donc, l'opération pourrait être confrontée à de nouvelles contraintes comme la complexité de cerner des types de pollution, les étendues de pollution, les freins économiques, etc. Donc, c'est tout à fait le cas de site Baya, qu'on vous a montré un premier cas. Donc, le projet d'aménagement était rejeté par le préfet en raison de son inadaptation avec la pollution radioactive sur les terrains, notamment sur les stockages de l'eau pluviale dans les 4 bassins acrés, soulève de grandes contraintes techniques. Donc, ici, qu'on souhaite du coup de développer certaines méthodes à travers cette recherche, de privilégier de l'idée, intégrer très en amont la réflexion sur le paysage. On concrétise ainsi un nouveau outil de gestion de la pollution en bénéficiant des savoir-faire du paysagiste concepteur dès le départ. On prend en compte la question du paysage en amont de l'étude. Dans la phase des travaux, on implique deux étapes historiquement distinctes: la dépollution et le programme d'aménagement paysage, d'optimisant la transformation de l'espace. Enfin, on anticipe la préparation du substrat sur lequel un nouveau tissu sera installé. Donc, voilà, on montre ici qu'en général, en fait, à l'OPFN, historiquement, ils travaillent en 2 étapes. En première étape, comme vous avez vu, il y a plutôt une étude technique, comme vous voyez ici. Antera a créé une étude technique qui essaye de participer des atouts, des contraintes du site, de cerner bien les questions techniques. Deuxièmement, qu'on essaye de conduire des projets, mais effectivement, ça ne marche pas. Donc, parce que c'est séparément les projets qui viennent soit en amont, soit après, qui sont souvent mal saisis à l'espace, dont la question de forme. Voilà. Donc, du coup, qu'on essaye de développer une méthodologie au sein de l'entreprise pour voir le problème, les caractéristiques communes des friches industrielles. Donc, qu'on observe nous permettent de distinguer
différentes caractéristiques sont suivantes. Dans les friches industrielles, les sols sont impactés. La gestion des terres au site aujourd'hui est très coûteuse et peu encouragée par les politiques de gestion des sites pollués. Donc, deuxièmement, les substrats du site sont généralement dégradés. Le site peut être paroi d'une végétation spontanée. Souvent, il y a beaucoup de végétation, notamment des végétations envahissantes qui sont installées. Et en plus, les lisiers de la parcelle du site peuvent être détachés du tissu urbain. Dernièrement, l'espace peut paraître peu attractif pour la population. Donc, précisément, qu'on a essayé de voir du coup sur le terrain quel type de sol qui peut être. On a concentré du coup sur la question de substrat, quel type de sol ça peut être sur ce type de site. Il y a des sols naturellement souliers, des remblais, les dalles, béton, et sols enrobés, et caves souterrains, fosses, fondations, etc. Donc, par rapport à toutes ces caractéristiques, on ressent dans l'entreprise qu'on a autant de paysagistes, qu'on a cherché qu'est-ce qu'on peut en faire avec tous ces substrats différents. On a trouvé des projets de référence qui en France déjà réalisés. Premier, c'était un projet, le parc Pérou, dans la commune de dans la région de Nord-Pas-de-Calais. C'est une intervention avec, comment on dit, de réalisation partielle, c'est-à-dire qu'on a changé des terres partiellement. Le reste, qu'on a laissé les terres polluées, c'est-à-dire le sol pollué par les métaux lourds. Parce que sur ce type de sol, il a développé naturellement une pelouse calcamiade, une espèce herbacée particulièrement sur ce type de sol. Donc on a joué un rôle pédagogique pour la population qui a justement tendance à oublier parce que depuis 30 ans, Nord-Pas-de-Calais avait investi dans cette question de traitement de sol métaux lourds. Donc autour des habitations, souvent des sols sont tous changés. Donc c'est un premier pack. Deuxième pack, vous avez vu ici, c'est un Lille, c'est pack en hématisse. Réalisé par Géo Clément. Donc, le paysagiste a métamorphosé un tas de remblais en une forme de île nature préservée. Donc, en fait, en réalité, c'est une terre remblée sur le site on ne sait pas comment le faire. On s'est transformé comme cette parc Matisse très connu. Troisième type, c'est le jardin de fonderie de Nantes. Donc, on a réemployé des fosses de la fondation d'une fonderie comme des éléments structurants du jardin. Donc là, on voit aussi souvent dans les sites fonderies qui recyclent en Normandie. Quatrièmement, c'est le jardin de tiers paysage Saint-Nazaire. Donc, le paysagiste a réalisé un jardin sur un toit en béton avec des espèces, des plantes issues de milieux arides, nécessitaient peu de terre. Donc, on voit la possibilité de travailler avec différents substrats qui sont en contrainte. Donc, du coup, qu'on a essayé de donner des missions des paysagistes qu'on pourrait par la suite pour notre site. Donc, les missions qui sont suivantes. Gestion de la topographie et de la l'eau pluviale, tout en gérant le confinement des terres impactées, en respectant les seuils sanitaires selon l'usage. Donc, les paysagistes intervenant dans l'esquisse dans une couplage de l'organisation du chantier avec la phase de dépollution. Deuxièmement, le travail selon la qualité de sol existante, les contraintes indépendantes de la nature, type de pollution, etc., devient des éléments déterminants du processus de projet. Troisièmement, organisation spatiale pour rendre l'espace adaptable à la demande des acteurs et les contraintes variées. Donc, quatrièmement, prise en compte le Natura 2000, des zones NIEF, etc., c'est-à-dire préserver une végétation possible, augmenter la valeur de la biodiversité. Cinquièmement, des rôles pédagogiques pour initier appropriation des futurs occupants du site. Donc, pour le site Bahia, qu'on a essayé de cette méthodologie. Donc, site Bahia, c'est une commune de Saint-Nicolas-des-Limons, 3680 habitants, située Saint-Maritime, 13 km sud-est de Dieppe. C'est une commune qui se trouve sur un plateau agricole, latitude moyenne.
Donc, il encadre par les deux vallées, qui a deux rivières se rejoignent à 7 km à l'ouest. Donc, ce site de Bahia se trouve au milieu du plateau. Alors, ce que vous voyez ici en rouge, en fait, ça présente un site très typique. On s'appelle Usine Village, dans l'époque de proto-industriel. Donc, aujourd'hui, tous en plus ou moins en déclinaison. Donc, la mission de paysagiste qu'on concrétise, quand je vais aller plus vite. Donc, c'était une usine qui a fabriqué des réveils en utilisant des peintures lumineuses, d'où c'est l'origine de la source de pollution radioactive. Donc, le paysagiste, de son mission, on a justement demandé valorisation écologique paysagère, retrouver une nouvelle identité, prenant en compte la qualité du site, détourner les contraintes et l'utiliser en tant qu'élément créatif tout en assurant la sécurité de futurs usages. Donc, on voit ici l'état avant projet. Il y a les puits perdus, sont très profonds, à 30 mètres profondeur. On voit ici, il y a des points rouges chez des puits perdus. En évidence, sont contaminés par des pollutions, effectivement. Et 3 dalles béton sont conservées sur site. Ils ont un côté, c'est pour empêcher des pollutions chimiques à pénétrer dans le sol. L'autre côté, c'est des dalles existantes sur le site. Donc, après, il y a une zone pollution radiologique, vous voyez ici. Donc, c'est ça aussi affiché dans le projet. L'ensemble du projet devra prendre en compte toutes ces gestions de l'eau pluviale en profitant de la topographie. Donc, voilà. Le projet retenu, c'était un concours antenne. Du coup, il y a plusieurs paysagistes à proposer. Finalement, ceux d'agence étaient retenus car ils ont regroupé le bureau d'études en terrain, ingénierie environnementale et le bureau d'études infrastructure pour assurer cette mission techniquement contraignante. Donc, il y a plusieurs choses étaient faites. Donc, il y a requalification de l'entrée patrimoniale façade, dessiner une frange de qualité du site Bahia pour protection de visuel de la sécurité des parcelles voisines. On voyait ici qu'en fait, tout autour, c'est des habitants. Et sécurité des zones sensibles grâce à aménagement plantation. Donc, il y a différentes ambiances qui étaient créées. Une ambiance prairie, il s'appelle prairie graminée, l'espace détendu tout au milieu, qui est progressivement, ça peut être approprié par les habitants avec d'autres activités ludiques. Et une prairie nourrie qui est tout autour du site, qui gère l'écoulement de l'eau pluviale avec la topographie. Cette gestion de l'eau pluviale, il faudra qu'il gère vraiment dans le débit et la vitesse souhaitée. Si tout est contrôlé, en fait. Donc, il y a une couche qu'on voit, et puis on voit ici des plantes techniques, on voit très bien l'écoulement de l'eau du ruissellement existante au premier, deuxièmement c'est le nivellement après la démolition, troisièmement c'est des plans de mouvement de terre qui finalement un concept nouvelle peau qui sur ce site sol existante. Enfin, de retrouver une ambiance de prairie qui fait un écho à ce plateau agricole. Voilà, donc en conclusion, on disait que chaque site finalement est unique, donc la forme de chaque projet doit être aussi unique. Merci pour votre écoute. Patrick, c'est bon, le micro fonctionne ? J'ai pas testé. Oups. Donc, je vais me présenter d'abord, et ensuite je me lancerai dans cette improvisation un petit peu sur les délaissés et vous expliquer pourquoi j'emploie le terme improvisation. Alors, ce que je vais vous donner, c'est pas tellement un suivi de recherche, c'est plutôt un retour d'expérience. Ce qui se trouve que dans ma vie, en fait, par hasard, il y a une douzaine d'années, j'ai travaillé avec Patrick Bouchin et Gilles Clément autour d'un projet qui s'appelait La forêt des délaissés. Et c'était au moment où Clément commençait à travailler sur le tiers paysage.
Il m'avait demandé, parce que comme j'exerçais la philosophie à ce moment-là en tant que professeur de philosophie, de travailler avec eux pour voir comment je pourrais réfléchir à faire un manifeste pour la forêt des délaissés. Et on a beaucoup travaillé là-dessus, et c'était vraiment passionnant. On a fondé une association qui s'appelait Notre Atelier Commun. C'était en 2003, je crois. Et il se trouve que maintenant, je suis au ministère de l'écologie, et je m'occupe des questions émergentes et stratégiques. Et je me retrouve à nouveau confronté autour des divers sujets sur lesquels je travaille, que ce soit sur les questions de nature en ville, que ce soit sur les enjeux de renouvellement des politiques de conservation de la biodiversité en lien avec la mise en place de cadres élargis prenant en considération les services écosystémiques que peut rendre la biodiversité, ou que ce soit pour les politiques d'adaptation au changement climatique. Je me retrouve donc à travailler à nouveau, mais sous un angle différent cette fois-ci, sur cette question des terrains délaissés. Alors, du coup, c'est pour ça que je dis que je veux faire ça plutôt sous la forme d'une improvisation, parce que j'ai été informé au dernier moment que je remplaçais d'autres personnes qui allaient faire cette intervention. Eh bien, non, ça fait rigoler Nathalie. Et donc, du coup, non, mais il fallait que je le dise quand même. Donc, du coup, je vais vous raconter ça un petit peu en racontant comment on avait travaillé avec Bouchain à l'époque et avec Gilles Clément, et comment est-ce qu'aujourd'hui ça prend sens dans les transformations des politiques environnementales. J'espère que ce sera comme ça plus intéressant. Donc à l'époque, on s'était demandé, il y a donc une douzaine d'années, c'était au fond qu'est-ce que c'est qu'un terrain délaissé? Parce que le terme existe dans le droit, mais au fond la définition est négative, elle est nominale, un peu comme on définit une friche comme un espace non dédié. Donc on a essayé de comprendre quels sont les processus qui produisent les délaissés. Alors pour ça, on a commencé à travailler sur des inventaires. Et on a remarqué qu'il y avait vraiment autant de raisons que de produire un délaissé qu'il y avait de formes quelconques de délaissés, formes singulières à chaque fois. Alors les raisons, je vais vous les énumérer quelques-unes et je vais ça me permettra d'expliquer un petit peu les conclusions qu'on en a tirées. Alors, on peut avoir des délaissés par cessation d'activité. Ça, c'est dans le cas de la Roure, un peu partout dans le nord de la France, etc. Ça, c'est les questions des friches en général, des friches industrielles. On peut avoir des délaissés qui sont liés à des réserves foncières pour des équipements qui n'ont jamais eu lieu. Ça, c'était l'exemple notamment du terrain de Chantraine à Sarcelles sur lequel travaillait Bouchain, un terrain très allongé, parce qu'il y avait eu un arrêt dans le projet du projet d'aménagement sur Sarcelles. On peut avoir des terrains qui sont pris dans des opérations de restructuration, qui sont en attente donc, mais ce temps d'attente peut s'éterniser. Ça peut durer une génération, ça peut durer longtemps. Et donc sur ces terrains, il ne se passe rien. Et dans ce cas-là, on a des formes un peu en creux, comme des formes qui correspondent à un équipement urbain qui ne se réalisera jamais. Ou on peut imaginer une forme de parcelle qui correspond à un équipement urbain détruit, si on voulait le regarder avec un recul presque, je dirais, archéologique. Sinon, on peut avoir des espaces, comme l'a évoqué la collègue de l'École nationale des paysages de Versailles, des espaces qui sont pollués. Et en raison de leur pollution, parce que économiquement ça vaut pas le coup de les remettre en circulation, les coûts de dépollution étant tels, ils sont là, ils restent tels quels. On peut avoir d'autres types d'espaces, d'autres qui sont liés qui sont délaissés à cause de leur forme, parce que c'est des espaces de bord de route, des lanières, etc., des rives de lacs à la campagne, etc. Donc, ce qu'on voit quand on énumère un peu ce type d'espace assez rapidement, c'est que ce qu'on comprend à travers cet inventaire, c'est que les délaissés ne sont pas accidentels, mais ce sont des produits structurels de l'aménagement du territoire, de la façon dont on aménage le territoire. Parce que quand on aménage le territoire, il se passe la même chose que quand on utilise une matière. On consomme jamais la totalité d'une matière quand on la transforme. Et donc il y a toujours des chutes, il y a toujours des restes, il y a toujours des déchets. Et il en va de même avec l'espace. Et donc quand on fait bien les choses, quand on fait un bon aménagement, qu'on respecte les règles, qu'on respecte les seuils sanitaires, et quand on découpe l'espace, c'est ce qui fait, et ça produit tout simplement du délaissé. Et on avait calculé à l'époque qu'au fond, quand on fait 100 hectares d'urbanisation, on laisse toujours derrière à peu près 25 hectares de délaissés. On peut avoir par exemple des parcelles dont la forme triangulaire ne les rend plus constructibles ou des choses comme ça. Tout ça, c'est devenu des lieux communs depuis. Mais il y a 10 ans, pour nous, c'était quelque chose qui nous semblait important de stabiliser, je veux dire. Donc du coup, je reviens là-dessus. J'espère que ça vous ennuie pas trop.
Et on voit aussi que le délaissé n'est pas simplement produit comme déchet, mais il est aussi produit parce que comme il y en a des mutations sur les 75% d'aménagements qu'on a donc réalisés, il y aura toujours, en raison des transformations des pratiques, des transformations des usages, une partie de ces espaces qui vont être abandonnés. Et à nouveau, donc, on aura donc une production du délaissé. Et donc on peut se dire que finalement le délaissé est un produit du système. Et ça, c'est un point assez important. C'est parce que ça veut dire que dans la façon dont on aménage l'espace, dans la façon dont on produit donc du terrain urbanisé, eh bien l'espace libre, l'espace sans destination, l'espace sans finalité, c'est un espace sur lequel plus exactement, on n'a pas de définition. On n'a qu'une définition négative. Et donc du coup, on n'arrive pas à déterminer de quelle façon on peut le reprendre dans les projets d'aménagement. Et c'était la difficulté qu'on avait rencontrée à l'époque, et avec laquelle on voulait travailler sur la forêt des délaissés. Il s'agit moins d'un oubli, et ça j'insiste sur ce point, qu'une sorte de refoulement, parce que le délaissé est maintenu dans l'abandon par le système qui l'exclut. On peut dire qu'il est inclus dans le logique d'aménagement des territoires sur le mode de l'exclusion. Alors évidemment, vous comprenez bien que quand on travaillait sur cette logique de délaissé, on se disait qu'on y reconnaissait une logique de l'exception, on voyait le lien entre le territoire et les formes d'évolution du marché du travail, on voyait les liens statistiques entre la fixation de populations qui sont, inclus sur le marché du travail, sur le mode de l'exclusion, et les territoires qui sont dans la même situation. Donc on saisissait immédiatement la dimension politique des terrains délaissés. Et on saisissait également la dimension structurelle de cette exclusion, et liée à la logique de croissance et à la logique d'aménagement. Donc on se disait, tiens, le délaissé, ça nous permet d'interroger notre société et notre mode de fonctionnement social de façon assez radicale. Alors que c'est justement un phénomène qu'on considère comme, finalement, qu'on a tendance à considérer comme quasiment invisible dans la production du territoire. Donc c'était ce qui avait motivé notre travail à l'époque. Alors du coup, on s'est demandé quel diagnostic on peut faire. Alors est-ce qu'on peut se dire qu'au fond, est-ce que les délaissés, la réflexion sur les délaissés, le fait d'aller à la rencontre des délaissés pouvait transformer notre façon de faire du territoire, notre façon d'habiter ou de partager ou d'occuper l'espace? Et en quoi est-ce que les délaissés nous permettaient de critiquer les logiques d'aménagement, peut-être même de les subvertir, de les détourner, de faire les choses autrement? Est-ce qu'on devait considérer... Alors du coup, on a deux possibilités quand on regarde le délaissé. On peut se dire c'est une catastrophe. On a une stérilisation rampante du territoire, on a des espaces qui sont rendus inutilisables, qui sont capturés dans cet état de suspension d'activité, des espaces qui sont refoulés de l'aménagement. Bon, là, on peut commencer à s'alerter, on peut se dire ce phénomène s'emballe avec l'extension de la ville, la urbanisation, etc. La modification de plus en plus rapide des usages des territoires. Donc ça, c'était une des façons de faire sur le mode de la plainte, du genre, oh, il y a de plus en plus de délaissés, il faut faire quelque chose. Mais c'est pas ce côté-là dans lequel on s'est engagé quand on a travaillé là-dessus. On s'est plutôt engagé sur l'idée que les délaissés, c'était une chance. Et que l'abandon dans lequel ils se trouvaient ouvrait des possibilités d'action, ouvrait des possibilités de liberté, des possibilités d'invention. Et d'une certaine façon, donc du coup, on s'est demandé à quelles conditions est-ce que les délaissés pourraient justement donner une fenêtre d'action sur le territoire. À quelles conditions le délaissé pourrait nous permettre de transformer nos pratiques sur les territoires. Alors, ça n'a pas l'air facile, enfin, j'insiste sur ce point parce que il y a comme une sorte de paradoxe dans le délaissé. C'est que le délaissé, ils sont une chance justement parce qu'on n'y fait rien. Donc si on décide de les mettre dans le circuit de la production, si on décide de les rendre productifs, on est un peu victime de ce qu'on dénonce. On recherche une productivité, on se dit, voilà, il faut les mettre au travail. Donc, du coup, on se retrouve un petit peu capturé dans ce paradoxe qui fait qu'on risque de récupérer le délaissé. Alors du coup, ça veut dire qu'il faut problématiser un peu mieux la question. Et on problématise en regardant comment les gens font, tout simplement. Et donc c'est là-dessus que je vais arriver quand même, parce que c'est une longue introduction. Et donc la question est la suivante, au fond, donc, à quelles conditions, disons, pouvoir faire du délaissé une fenêtre d'action? Ça revient à se demander comment est-ce qu'on pourrait déterminer des formes d'action qui seraient permises, à défaut d'être autorisées, ça c'est un point important, et qui respecteraient les virtualités dont les délaissés, ces territoires, sont riches de par leur abandon même.
Voilà la question. Alors, ça a l'air d'être une question compliquée, mais elle n'est pas tellement, parce que au fond, quand on a été sur les terrains, la première chose qu'on a remarqué, c'est la reconquête naturelle du délaissé. Et on était avec Gilles Clément, donc on était en bonne compagnie pour remarquer ces choses-là. Et donc du coup, on s'est dit, au fond, il y a qu'à rien faire et laisser faire la nature. Alors, ça a été notre première, je dirais, qu'on appelle ça, cri de ralliement, on peut dire, sur le sujet, notre premier mot d'ordre, si on peut employer le terme pour le délaissé, et se dire, voilà, on va faire la forêt des délaissés, parce que dans nos territoires, en zone tempérée, le climax, la succession, quand on fait rien, ça devient de la forêt. Donc, du coup, une forêt naturelle, on va laisser les délaissés faire forêt. Et puis, Gilles Clément, lui, a élaboré le terme de tiers paysage pour parler de ces choses-là, et il l'a élaboré un petit peu mieux, bien sûr, que notre côté un peu forêt, parce qu'on était un peu à l'appel de la forêt sur ce côté-là, dans les délaissés. Tandis que puisqu'il y a cette dimension politique sur laquelle je vais revenir, qui me semble assez importante. Mais Clément disait, voilà, dans le tiers paysage, il avait une très belle image. Il parlait de l'ombre et de la lumière quand il travaillait sur un paysage de campagne. Donc il y avait les paysages ouverts, les champs, la lumière, et puis il y avait les forêts, l'ombre, et puis tout ça, il y avait les entre-deux. Il y avait ce qu'il y avait entre deux. Et ces interstices entre l'ombre et la forêt, il remarquait que là, il y aurait peut-être une ressource génétique. Il y aurait peut-être là une diversité génétique qu'on ne peut pas trouver dans les espaces de champs en monoculture, puisqu'ils sont constamment entretenus, qu'on ne peut pas trouver dans la forêt parce qu'ils ne pourraient pas s'y développer. Et donc, on avait ici une ressource en matière de biodiversité, ordinaire certes, mais sauvage, et qu'on pourrait, une diversité qui ne pourrait pas trouver lieu ailleurs. Et que donc, par conséquent, il y avait une valeur en eux-mêmes dans ces délaissés et dans le fait de les laisser être. Donc ça, c'était notre première approche. Alors aujourd'hui, avec un peu de recul, je me dis, tiens, aujourd'hui, pour renouveler nos politiques de conservation, voilà un nouveau champ de travail, parce que à condition qu'on reconnaisse la valeur d'une nature sauvage, pas au sens du wilderness, c'est-à-dire d'une nature primitive, une nature qui n'aurait pas été impactée par les activités humaines. Je rentre pas dans ce débat, mais plutôt au sens de la féralité, au sens où Jean-Jacques Génaud parle de la féralité, c'est-à-dire cette idée qu'on a une nature sauvage mais férale, qui lorsqu'on la laisse à elle-même, va pas retourner à un état antécédent qui serait celui du milieu de l'Holocène, dans lequel on pourrait imaginer des écosystèmes qui seraient des écosystèmes correspondant je dirais, à la représentation du wilderness, mais qui va se lancer dans une évolution inconnue. On ne sait pas où elle va, cette nature. On ne sait pas ce qui va se passer. Et donc il faudrait accepter qu'on protégerait du sauvage, donc on protégerait de la biodiversité sans savoir où ça va. Alors c'est pas évident dans les politiques de conservation de la nature de pas savoir où ça va, mais d'un autre côté, c'est ça le défi et la possibilité et la ressource que nous propose le délaissé pour peut-être d'une certaine façon renouveler notre approche sur la conservation de la biodiversité avec en cohérence avec ce qu'on est en train de mettre en place depuis quelques années, depuis le Grenelle de l'environnement, autour des trames vertes et bleues, des infrastructures vertes, etc. Donc ici, et d'ailleurs, les délaissés urbains ont été largement exploités et mis en valeur dans toutes sortes de cadres de programmes dans les 10 dernières années de trames vertes urbaines et de trames bleues. Donc, et justement, leur aspect, justement, les formes qui faisaient qu'ils étaient exclus de l'aménagement ont été reprises dans ce type de politique-là pour les valoriser en termes de biodiversité. Donc, on peut dire que là, on a encore beaucoup à faire, mais on est dans la bonne voie et le délaissé, donc c'est une forme pour vivre l'environnement assez intéressante, pour reprendre le titre du colloque. C'est assez intéressant. Et donc, bon. Mais il faut accepter de faire place à un rapport au sauvage, non pas comme pur sauvage, mais comme féralité. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, dans les délaissés, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que des plantes ou des animaux, mais qu'en fait, à chaque fois qu'on allait sur un délaissé, il y avait quelqu'un qui l'aménageait et qui l'occupait un peu comme un être vivant. Et c'est un peu la logique du squat. De même que les plantes squattent le délaissé, un squatteur, c'est quelqu'un qui considère que comme il vit dans une société, ce que disait très bien Patrick Bouchin sur le sujet, comme on vit dans une société qui produit beaucoup de déchets, beaucoup de rebuts, lui qui a même pas ce minimum, il peut se l'approprier pour prendre des initiatives, pour faire sa vie autrement, et faire sa vie peut-être en marge, mais une vie à lui. Et donc il y avait une ressource en termes d'autonomie là qui était assez intéressante. Et de même qu'on avait remarqué que le délaissé était nécessaire justement pour cette biodiversité avec Gilles Clément, on remarquait que le délaissé qui donne du jeu
était peut-être aussi nécessaire au niveau démocratique et politique. Et donc c'était une façon réflexivement de faire ce qu'aujourd'hui on appelle des solutions fondées sur la nature. On avait dit tiens, il y a des expérimentations naturelles spontanées qui ont lieu sur les délaissés. On ne sait pas où elles vont, mais on pourrait les reconnaître. Elles pourraient nous apprendre des choses, surtout en cette période de changement climatique. D'un autre côté, on se dit réflexivement, le délaissé est un territoire qui semble destiné à l'expérimentation. Parce que justement, comme il est sorti du cycle, je dirais, de la productivité et du rendement, comme il n'a plus de compte à rendre, il est possible de commencer à prendre un peu de temps pour faire autrement, pour faire autre chose, pour rien, juste pour voir, pour essayer. Alors, ça peut donner, dans le domaine agricole, ça peut donner la possibilité à des agriculteurs de faire des expériences, de diversifier leurs pratiques, de tester des choses qu'ils ne pourraient pas faire autrement. Voilà. Et là, vous allez sans doute en parler. Parce que on est sur la même ligne. D'accord. Donc, du coup, je ne vais pas dire plus. Je n'en dirai pas plus. Non, donc, du coup, on remarquait donc que sur ces délaissés, c'était toujours des lieux qui avaient été d'une façon ou d'une autre, pris en charge par la nature ou par des gens. Quasiment tous. Enfin, à chaque fois sur lesquels on allait, à chaque fois tous ceux qu'on a rencontrés. C'était pas des lieux vides en ce sens-là. Au contraire. Et on avait à apprendre de ce qui s'y passait. Et des expérimentations spontanées qui s'y déployaient. Non pas tellement anarchiques, mais libres, pour le dire comme ça. Anarchique, ça veut dire... Bon, vous dites ça. Bon, on peut en parler après si vous voulez poser des questions. Bon. Parce que je ne peux pas défendre l'anarchie quand même aujourd'hui. Donc du coup, c'était pas mon propos. Donc du coup, je continue. Donc, mais c'était pas un appel à l'anarchie. Je dis, c'est un constat. Voilà, c'est tout. Je constate. Donc, du coup, on avait, par exemple, il y avait Olivier Pinali, je me souviens à l'époque avec qui on travaillait, qui dans le 20e, je crois, avait fait des jardins solidaires. Il y avait, plein d'expérimentations comme ça. Puis il y avait plein de collectifs artistiques aussi qui travaillent là-dessus. Existe, Coloco, avec les squelettes urbains, ils travaillaient surtout en Brésil, si je me souviens bien à l'époque. Il y avait encore Heureux, il y a le laboratoire du dehors aujourd'hui avec Liliana Motta. Beaucoup d'initiatives à l'époque avaient été recensées dans les nouveaux territoires de l'art. Le rapport qu'avait fait Fabrice Lextrait pour le ministère de l'Agriculture, de la Culture, pardon. C'était pas mal. C'était pas mal. Non mais je rigole parce que, en fait, je dis c'est pas mal parce que je me souviens qu'un des prix Coal, vous connaissez le prix Coal pour l'environnement, c'est une association qui fait ça, et qu'on a soutenu d'ailleurs au ministère de l'écologie. Eh bien, un des premiers prix Coal, je crois, c'est Charbonnier, je crois que c'est son nom, j'ai oublié son nom, c'est Thierry. Oui, je vais essayer de finir en 5-6 minutes, tu me donnes un peu de temps. Je vais le prendre. Donc, mais parce que je voudrais arriver à ma conclusion, c'est ça qui compte pour moi. Mais comme je me chauffe, je prends un peu de temps. Donc, du coup, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, alors le prix Coal, il avait fait, cet artiste qui a eu le prix Coal, en fait, avait proposé son projet au ministère de la Culture, direction régionale de la Culture, et il avait été en fait financé par l'agriculture. C'est pour dire qu'en fait, ce type d'approche étaient des approches qui brouillent la façon administrativement disciplinaire dont on a d'approcher les choses. Et d'ailleurs, au ministère de l'écologie, on a essayé de soutenir des artistes dans ce sens-là, et on avait lancé un programme pour les arts et les écologies. D'ailleurs, il y a un site internet qui reflète ça, s'appelle Ressources Zéro, et qui est en ligne et qui est soutenu par nous. Voilà. Mais si vous voulez voir des expériences sur les délaissés, il y a le collectif ETC aussi qui était assez intéressant, qui avait fait un détour de France et donc qui propose plein d'approches artistiques sur ces territoires et qui sont aussi des approches politiques. À l'époque, on utilisait Dardenne et l'art contextuel pour essayer de penser tout ça, etc. On avait des approches situationnistes. Mais enfin, c'était intéressant de voir à quel point aujourd'hui, dans les écoles nationales de paysage comme à Versailles, on a fait un colloque dernièrement, ça s'appelait les ateliers subversifs du paysage, et dans les écoles d'architecture, disons que ça a pris et que c'est en train de changer la façon dont on aborde le territoire. Et donc il y a vraiment un potentiel de transformation dans le délaissé, et on peut le voir aujourd'hui avec les nouvelles générations de paysagistes. Et ça, je m'en suis rendu compte l'année dernière lorsqu'on a fait cet atelier subversif des paysages à Versailles. Bon, et puis aussi il y a une approche foraine, il y a des festivals qui se mettent en place, les environnements par exemple dans Camargue, etc. Enfin, donc il y a plein de choses. Ça a pris. Alors, je vais essayer d'avancer vite et gagner les dernières minutes. Les délaissés, donc, oui, je sais. Donc, sur la dimension démocratique, je considère, en fait, ce dont on s'était rendu compte, c'est que les délaissés avaient été une nécessité démocratique dans la façon de pouvoir engager les gens dans des pratiques de transformation de leur territoire. Et ça, c'est un point important. On peut s'en rendre compte de deux façons. Et maintenant, je vais aller un petit peu plus vite. On peut s'en rendre compte de deux façons. Soit
quand on regarde les types d'actions qui sont engagées sur les territoires, on voit qu'ils ont quasiment, que ce soit des actions artistiques, des actions de construction de jardins, etc., etc., ce sont toujours des actions qui ont des qualités qui sont celles de l'action politique. Il y a le courage de s'engager en public. Il y a le courage de s'exposer à la visibilité de tous. Ça, c'est une vertu arendtienne politique. Mais il y a d'autres aspects. Il y a l'idée qu'on revendique une autonomie, l'idée qu'on résiste pour protéger des zones d'émancipation, l'idée qu'on fait quelque chose qui n'est pas autorisé, mais qu'on considère qu'on doit étendre le droit pour se le permettre. Donc toute une logique de subversion des normes qui permet d'étendre les libertés. Donc ça, c'est un point très important. Bon, j'aurais bien pu dire beaucoup d'autres choses, mais bon, je ne vais pas le dire. Mais on pourrait dire quand même que ce dont on s'était rendu compte, c'était qu'il y avait une nouvelle dimension d'espace public qui était en train de se construire là, et que ça nous permettait de réinterroger la dimension du public. Et pour continuer sur le même point, on voit bien que les délaissés, on pourrait par exemple les lire maintenant à travers, par exemple, un prisme deweytien, de Dewey, autour de la question de la constitution de public au pluriel. Et là, on a bien des espaces dans lesquels qui favorisent l'émergence de public et la capacité d'engager les gens, de responsabiliser les gens sur des sujets qui en général, par rapport auxquels en général on les considère comme incompétents. L'aménagement urbain, c'est un problème technique, c'est un problème à la limite politique, c'est pas le problème des gens de tous les jours. D'autres vont s'en charger pour vous et d'autres s'en occuperont pour vous. Mais après, on se rend compte qu'au fond, ça nous revient et ça nous revient pas toujours de la meilleure des façons. Et donc du coup, à travers les délaissés, on se rend compte qu'on peut y faire quelque chose. Et en se rendant compte de ça, eh bien, ça permet aux gens d'avoir véritablement de s'engager démocratiquement dans une prise en charge d'une chose commune. Non, et ça, cette prise en charge de la chose commune, ça c'est une dimension intéressante, et c'est ce que les délaissés, à mon avis, rendent possible. Maintenant, pour terminer, et là je termine vraiment, je voudrais vous lire très brièvement ces 3 lignes. Le diagnostic de l'Agence européenne de l'environnement, qui est sorti c'est le European Environmental Outlook, là, l'état de l'environnement et perspectives européennes, qui est sorti en mars 2015. Alors, en gros, leur conclusion, je vous la lis, je l'ai traduite exprès, donc je vais la lire. Malgré les progrès effectués dans le domaine environnemental dans les dernières décennies, les défis auxquels l'Europe est confrontée aujourd'hui sont considérables. Bon, ça, on le savait. Les activités socio-économiques, telles que l'agriculture, la pêche, les transports, l'industrie, le tourisme et l'étalement urbain, dégradent le capital naturel européen. Bon, vous voyez déjà que le terme capital est un peu angoissant, mais en tout cas, le constat est juste. Par ailleurs, les pressions globales sur l'environnement ont augmenté à un rythme sans précédent depuis les années 90, sous l'effet en particulier de la croissance économique et démographique et de l'évolution des modes de consommation. Nous le savons. Dans le même temps, et c'est là où ça devient intéressant, dans le même temps, avec l'acquisition d'une meilleure compréhension des caractéristiques des défis environnementaux de l'Europe et des relations d'interdépendance qu'ils entretiennent avec les systèmes économiques et sociaux dans un monde globalisé, j'y arrive, c'est développé, et là, c'est développer une reconnaissance accrue du fait que les approches existantes, tant dans la production et l'usage des savoirs qu'en matière de gouvernance, sont inadéquates pour relever ces défis. Ah, quand même. Donc, du coup, merci, vous voulez que j'arrête? Il faut quand même que je conclue. Du coup, les délaissés pourraient être, effectivement, à mon avis, pourraient être considérés comme un point d'Archimède, d'une certaine façon, mais plein de petits points d'Archimède, pour transformer les territoires et transformer les pratiques et les usages dans ces territoires. C'est particulièrement intéressant parce que la dimension d'expérimentation qu'ils ouvrent permet de réviser les rapports de gouvernance sur les territoires, puisqu'on s'engage les gens, et permet de revoir le rapport de l'usage des savoirs, puisque c'est plus quelque chose de trop compliqué, c'est pas simplement pour les scientifiques, c'est pas simplement une question d'ingénierie, c'est une question de s'y mettre et de le faire ensemble. Alors, bon, on pourrait prendre des exemples, mais là, je peux pas. Et surtout dans une logique de changement climatique. Si on réfléchit à ce que ça veut dire s'adapter, ça veut dire essentiellement expérimenter de façon diversifiée et multiple. Et donc, si nos normes et nos seuils nous empêchent de faire ça ou empêchent de faire ça, eh bien, du coup, on est dans une grande difficulté par rapport à l'adaptation. Et on peut voir que des villes comme Bordeaux, avec son programme sur les bords, sur les zones humides, qui s'appelle BOR, justement, un terme qui rappelle bien les délaissés, sur la Cube de Bordeaux, ou le programme les stratégies sur les délaissés de Montpellier, de nombreuses collectivités s'engagent dans cette logique-là et exploitent ce potentiel. Voilà. Écoutez, je suis vraiment navré d'avoir abusé du temps. Mais voilà. Merci Patrick. Juste un aparté avant de commencer, j'ai apprécié votre démonstration, mais moi en tant qu'ancien du ministère de l'Équipement, sur lequel on avait aussi travaillé sur les délaissés, mais d'une autre façon, je trouve que vous avez une vision très holistique du délaissé.
Parce qu'on pourrait aussi considérer qu'aujourd'hui, on est dans une société qui produit du délaissé, et j'allais dire un autre délaissé, et je pense notamment par exemple au bois de Vincennes, c'est un magnifique délaissé dans lequel maintenant il y a des milliers, il y a des centaines de gens qui résident de façon permanente parce qu'ils n'ont plus accès aux soins, ils n'ont plus accès à rien du tout. Mais c'est aussi un délaissé. Juste alors, sur ce point, parce qu'on engage le débat, le château, non mais par exemple vous prenez le domaine de Chambord, et vous prenez les grands domaines de la République, et ils sont engagés dans une logique de délaissé, au sens où on ne sait plus quoi en faire, et donc il s'agit de réinventer quelque chose, et de réinventer notre patrimoine culturel à ce niveau-là, en lien avec les transformations du patrimoine naturel. Mais c'était pour dire la complexité du concept. C'est très complexe. Voilà. On pourra refaire une recherche ensemble. N'empiétons pas sur la discussion, gardons du temps. Donc nous reprenons sur un autre sujet. On va essayer aussi d'être synthétique. Nous, ce qui nous a intéressé... Pardon. Non, plus. Ah, alors je vais ralentir. Alors je vais ralentir, donc je vais essayer d'être plus simple en même temps. Nous, ce qui nous a intéressé dans la proposition que nous faisions, c'était effectivement la question du colloque, qui était pour nous très originale et très pertinente, qui était la question des formes. Parce qu'effectivement, parler des formes, c'est parler des formes architecturées, des formes sociales et des formes politiques. Nous avons été intéressés à répondre à ce colloque pour cette question des formes. Alors, nous voulions le traiter, nous voulons le traiter à partir de la guérilla gardening. Et voilà le plan que nous allons essayer de suivre assez rapidement. Donc, une petite introduction de rappel, une réflexion sur les modalités de fonctionnement de la guérilla gardening, un point sur les morphologies sociales et politiques. Si tant est, on peut en dire jusqu'où on peut aller de le dire, parce qu'on a eu des problèmes évidemment pour arriver à rentrer dans ces milieux. Et puis la question de la coproduction environnementale. En introduction, donc, on ira très vite, c'est rappeler effectivement que la question de la guérilla gardening naît de la Green Guerilla aux États-Unis, avec le mouvement de Liz Christie en 73 new-yorkais, qui est un mouvement important parce que c'est un mouvement écologiste et qui a déjà des mots d'ordre, je dirais, des mots d'ordre de transformation sociale. C'est le contexte de la guerre du Vietnam, c'est le contexte évidemment de la lutte aussi contre les ségrégations raciales. Donc on trouve chez Liz Christie des mots d'ordre qui sont à l'époque très importants, comme planter des fleurs pour vaincre la ségrégation raciale et sociale, qui postule qu'en étant ensemble, en travaillant ensemble sur des espaces végétaux, sur des territoires urbains des dents creuses new-yorkaises, on va changer la société. Ce mouvement donc va ensuite connaître une résurgence, j'allais dire à partir des années 2000 en France, mais un peu partout en Europe et dans le monde, et fortement lié bien évidemment avec la question de l'altermondialisme et de la globalisation. Quelques principes fondamentaux sur lesquels nous reviendrons peut-être, des initiatives qui ne peuvent être que locales, la pensée d'une démocratie du local, ça j'insiste là-dessus, c'est une pensée effectivement de la fabrication démocratique sur le lieu même de la production de la ville, une dimension libératoire bien sûr, et libertaire, aussi très importante, et aussi, on y reviendra, une dimension anti-institutionnelle. Alors on a regardé deux mouvements, à Grenoble, ils s'appellent les Grenoblions, et à Strasbourg, ils rentrent, ils se retrouvent, ceux qui peuvent s'appeler guérilla gardening, dans les indignés de Strasbourg. Donc on voit déjà deux tendances un peu différentes. Alors, ce qui nous a paru important, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire là, historique, mais ce qui apparaît important, pour ça je l'ai déjà dit, je peux tout de suite passer à la diapositive suivante, c'est ce que nous on appelle, c'est un stock de référentiels sur le marché. Ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que en lisant les sites différents sur la guérilla gardening, on voit qu'il y a de très nombreuses références qui sont toutes des références à des luttes évidemment passées, mais des luttes qui sont à la fois des luttes, j'allais dire armées, la guérilla des paysans espagnols contre les troupes napoléoniennes, et des formes de guérilla beaucoup plus pacifistes comme les paysans du Larzac en 71. Mais on voit qu'il y a un stock de référentiels très intéressant, très large, qui couvre des dizaines et des dizaines de luttes et qui permet à la fois à chacun de pouvoir se référer dans l'espace. Un mouvement qui s'affirme sans patrie ni frontières, un peu paradoxal, puisqu'en même temps il prône une démocratie de proximité, et puis un mouvement qui va s'étendre très rapidement à de nombreux pays, le Brésil, le Royaume-Uni, le Canada, etc. Et on voit qu'en France, en 2000, au tournant des années 2000, la guérilla gardening se porte bien, puisqu'il y a des mouvements à Paris, à Lyon, les Robins des Graines, Strasbourg, les Indignés, Grenoble, les Grenoblions, Bordeaux, Fish and Chip, Nantes, guérilla gardening. Alors, ce qui nous a aussi paru intéressant, c'était ce rapport entre
le récit de guerrilleros, le récit de guerre, hein, c'est quand même assez fascinant. Je vous ai mis quelques expressions qu'ils utilisent. Donc d'abord, ils envisagent le mouvement comme effectivement un acte militant, bien sûr, mais qui doit prendre des postures, j'allais dire, militaires. Hein. On fabrique des bombes, on fabrique des sites bombes, on fabrique des sites grenades, et ensuite, donc il y a tout, vous retrouverez sur Internet, il y a toutes les analyses de comment faire ces bombes, comment faire ces grenades, et comment les projeter, et comment se saisir de l'espace au-delà de murs, des clôtures. Donc des armes de vertissement massif, des armes de végétation massive, et en même temps de ce discours de la guérilla, hein, directement importé de la guérilla classique, on voit que ça débouche sur des modalités d'action propres. Hein. Nous allons dans votre quartier, nous allons arriver, nous allons libérer la ville, nous sommes pour les escarmouches. Les escarmouches, c'est un langage purement militaire. Nous sommes des guérilleros, nous sommes des combattants, nous sommes des frères d'armes. Et nous allons transformer les territoires en zones à défendre, les ZAD. Très important. Le concept de ZAD, puisque c'est un concept inscrit totalement dans l'histoire de l'urbanisme. Les zones d'aménagement différé deviennent des zones à défendre. Donc on est bien dans une pensée de la subversion qui rejette effectivement, première chose très importante, selon nous, le principe de la démocratie représentative. Hein, la démocratie représentative est posée du côté de la technocratie. Fertiliser la démocratie, faire que les gens se rencontrent et discutent entre eux. Hein, très intéressant, parce que c'était aussi le mot d'ordre, j'allais dire, des réformistes sociaux du début du XXe siècle, quand ils disaient les patrons, il faut faire des jardins ouvriers, parce que si on fait des jardins ouvriers, il y aura un peu de proximité sociale, et au moins les gens nous foutront la paix. Donc on retrouve là inversé un schéma analytique. Principe de la non-violence qui est affirmé évidemment immédiatement, Gandhi, Lanza del Vasto, bon, je ne développe pas. Alors, toutes ces références, vous voyez, l'image est aussi intéressante, elle est totalement référencée, cette image est une image de guerre très connue. Toutes ces références montrent que l'enjeu fondamental, au fond, c'est de porter effectivement un commun, des communs, restaurer des biens publics nécessaires à l'homme, hein, en partant évidemment de cette représentation de la privatisation des espaces dans lesquels le monde globalisé nous induit. Bon, on va vous présenter la guérilla gardening, la morphologie sociale et politique à travers deux exemples, une étude comparative de deux exemples, les Grenobliens et les indignés de Strasbourg. On a croisé les deux mouvements et on a essayé de comprendre leur comparaison, leur logique, comment ils fonctionnent les deux en parallèle, les origines des deux mouvements. Pour Grenoble, les Grenobliens, la guérilla gardening se constitue à Grenoble au premier semestre 2010 à partir d'une initiative éparse à quelques militants de la première heure. La première action commando revendiquée est la célébration du 1er mai de la journée internationale de la guérilla à Tournesol, lancée par le collectif des paysans bruxellois, dans le quartier des Eaux Claires, fleurissant les tournesols. En l'occurrence, les indignés de Strasbourg se créent dans la mouvance des mouvements des indignés. Il est très difficile de trouver un événement fondateur, symbolique de l'action du mouvement, parce qu'il intègre un mouvement plus large, dans un contexte plus large et plus diversifié. Aucune revendication précise en la matière. Les points communs des deux mouvements, la mise en œuvre du verdissement de la ville relève de l'exigence de la démocratie participante de proximité. Ils se croisent dans deux niveaux d'action conjointe. D'une part, c'est optimiser les plantations, germination, adaptation aux contraintes urbaines. D'autre part, c'est construire un processus de fertilisation démocratique pour élaborer la convivialité. Ils s'intègrent jardiner dans l'espace public. Pour manifester, ils disent les notions d'utopie, d'activisme, de changement social, de paix et de communauté. Les moyens et les modalités de lutte, la guérilla gardening, globalement, se friand du chat, des forums, des blogs, des Facebook, Twitter, à l'exemple de la construction du site internet Guérilla Gardening de France, qui fédère toutes les sections. Il se structure autour d'une mise en perspective historique pour restituer la dimension anticapitaliste, antisystème et altermondialiste du mouvement. La production d'un manifeste de la guérilla jardinière, la production d'un manuel de guérilleros
et une section sur les actions en cours ou à projeter à travers des cartes, des chats, des alertes, ce qui formule à cet exemple le site des Indignés de Strasbourg. Choisissez votre ville ou votre lieu ou un endroit sur la carte et nous allons vous alerter lorsqu'un rapport est présenté à l'intérieur de 20 km. Les différences en matière des deux mouvements, les Grenoblians exclusivement s'inscrivent dans la logique de la guérilla gardening, alors que les Indignés de Strasbourg font de la question du verdissement un point de lutte, un point commun entre eux de formes possibles de leur action militante pour formaliser leur lutte et matérialiser leur action par la lutte. Les réseaux de mobilisation des Indignés sont plus larges que ceux des Grenoblians. Les convergences en matière de morphologie sociale, c'est une catégorie d'âge des militants qui s'insèrent entre 20 et 40 ans, avec une importance de catégorie socio-professionnelle des étudiants ou des jeunes adultes, souvent des cadres, qui ont un niveau social de qualité avec une conscientisation éprouvée à la question de société et de l'écologie. Les convergences en matière de critique de la situation politique, ils ont une double méfiance partagée à l'égard du personnel politique et des institutions de la démocratie représentative. Un discours partagé de la faillite des élites nationales et de leur démission dans un cadre d'abandon de la souveraineté nationale. Les références sont nombreuses aux égards de ces études, des analyses de Tony Negri et de Michael Hardy sur l'émergence d'un nouveau régime d'autorité de la domination. Les convergences qu'on peut aussi trouver en matière de projets politiques, un activisme militant pour fonder des mouvements de rapports sociaux de proximité et la théorie de rhizome décrite par deux chercheurs, Deleuze et Guattari, offre les moyens de penser une démocratie à partir de micro-mouvements. Ils décrivent aussi que la municipalité n'a nullement besoin de l'unité pour formuler un système ou pour former un système. Le dernier point, c'est une démocratie directe par une action subversive qui fait œuvre de construction d'un espace public oppositionnel. Alors, les limites à la coproduction d'un urbanisme environnemental, donc la question qu'on se posait, c'était effectivement, est-ce que l'on peut considérer ou pas que la guérilla gardening produit un nouvel urbanisme environnemental dans une logique de coproduction? Alors, si on parle de coproduction, évidemment, on parle d'un processus qui est classique en sciences politiques, qui est de reconnaissance par chaque partie de l'existence de l'autre, d'éléments de sa qualité. Autrement, on ne peut pas coproduire. Et ensuite, à partir de la reconnaissance de l'autre, la possibilité de produire un espace de dialogue et de construire un projet commun. Alors, première chose qui est très intéressante, c'est qu'il y a une telle méfiance entre les deux que la coproduction n'apparaît pas évidente. La guérilla gardening, au fond, elle refuse quelque part une discussion préalable, parce qu'effectivement, elle la refuse, mais les acteurs publics aussi, d'une certaine façon, le refusent. J'ai mis la guérilla gardening inquiète, c'est-à-dire, effectivement, c'est perçu comme un activisme d'opportunité. Et ça rejoint la question tout à l'heure de ces fameux délaissés. Côté guerrilleros, les acteurs publics sont diabolisés, évidemment. C'est-à-dire, effectivement, le risque que c'est perçu, c'est de perdre son âme, ça nous a été dit, et effectivement, de considérer qu'on est dans un système de technostructure dans laquelle l'État ne peut porter qu'une science de l'urbanisme comme science de pouvoir. Et la ZAD symbolise, effectivement, sur le terrain, cette capacité de se battre. Alors, les divergences sont aussi notables en matière de projets urbains. Ça, j'insiste là-dessus, parce que ça nous a paru clairement. La guérilla gardening ne pense pas en termes de planification. Au fond, elle pense en termes d'opportunité. Comment faire? Quelle est l'opportunité que l'on a pour pouvoir tout de suite intervenir? Donc, du coup, ce qu'on pourrait appeler la ville verte, c'est une résultante d'initiatives individuelles, mais sans préjuger de formes futures de la ville, puisque c'est un principe d'opportunité. Donc, on est dans cette théorie des rhizomes du pouvoir, mais en même temps de micro-projets structurants
ou d'opportunités que l'on va saisir. Et puis si les opportunités paraissent, on en saisit d'autres. Donc son vocabulaire de fait, et on retrouve ce qui a été dit, c'est un écart nécessaire aux valeurs plus classiques de l'urbanisme. Et on va aménager donc tous ces espaces de délaissés, là je rejoins ce qui a été dit, les interstices, les dents creuses, les zones d'attente, de programmation, les bordures, les bas-côtés. Bref, on retrouve cette logique du verdissement sauvage. Alors, bien évidemment, on a deux processus très différents, je pense, en termes d'expertise, d'abord, en termes de légitimation, en termes de temporalité d'action, puisque la guérilla gardening va évidemment garder le secret, on va intervenir, on vous prévient la veille qu'on va intervenir à tel endroit, on est dans un spontanéisme versus planification, mais on est du coup dans une désynchronisation spatiale et temporelle entre les deux formes de système de construire la ville. Et du coup, on est ce qu'on appelle des morphologies labiles d'acteurs. Alors, je mets intermittents, parce que c'est très difficile de les étudier dans la mesure où aussi ils apparaissent et disparaissent. Ils n'affichent pas une présence de militantisme classique. Ils sont spontanéistes. Alors, la conflictualité, elle apparaît donc logique quelque part de ce point de vue-là, et elle s'interprète peut-être comme une forme de dialogue bizarre, d'échange, mais sur le conflit. Alors l'exemple qui est connu à Grenoble par les Grenobliens, c'est ce qu'on appelle les jardins d'utopie, parce que ça pourrait arriver à tout le monde, j'allais dire. C'est des jardins qui ont été plantés devant l'université de Grenoble, sur le campus. Il y avait des grands espaces. Ils ont planté un jardin potager de 800 mètres carrés sans autorisation. Et il y a eu des tentatives de la part de discussions, de rencontres avec la présidence de l'université. Puis ça a capoté. Ensuite, la justice s'en est saisie. La justice a condamné deux jardiniers à des dommages et intérêts. Et puis depuis, on est dans une espèce de no man's land dans lequel il y a une présence très forte des Grenobliens sur place pour empêcher le démontage de leur jardin. Alors voilà le jardin devant l'université, qui est assez intéressant, physiquement, qui montre bien cette nouvelle forme de pouvoir et d'autorité sur place. Vous imaginez, derrière, c'est le bâtiment très chic de l'université de Grenoble. Donc vous avez ça, vous avez des cafés paysans, des réunions, des rassemblements, des fêtes le soir, etc., des cabanes qui se sont installées. Alors pour conclure, je vais conclure, on a largement le temps. Donc, premier point qui apparaissait logique, c'est évidemment que la guérilla gardening au sens strict du terme, c'est ce qu'on a dit, c'est relève effectivement de la pensée d'un espace public oppositionnel. C'est pour ça que je cite, en nous citant Oscar Neck, c'est-à-dire effectivement l'espace public n'est pas vécu du tout dans la vision habermasienne d'un espace possible de rencontre, mais au contraire dans un espace que l'on doit récupérer, donc qui nécessite la lutte et qui légitime à la fois ce discours, qui légitime la construction de ce concept de guerre et ce passage très, très complexe mais très intéressant entre guerre et paix. On fait la guerre, mais en même temps, on le pense par la paix, ce qui est quand même assez intéressant à travailler. Elle engage donc l'émergence de pratiques démocratiques délibératives. D'accord. C'est effectivement sur le terrain que les choses se jouent, et ça ne se joue pas dans d'autres cénacles, et des formes d'auto-organisation politique qui sont classiques aux contestations des espaces oppositionnels et des luttes sociales altermondialistes. Mais alors la question que l'on peut poser, la première question que l'on peut poser, c'est effectivement quelle est l'effectivité démocratique d'un tel dispositif. J'entends par là que, bien évidemment, à partir du moment où il resterait, je ne sais pas, je pose des questions, dans une contre-culture, bien évidemment, ils sont en permanence dans l'impossibilité de construire un dialogue institutionnel et de passer à une institutionnalisation ou pas de ces jardins. C'est pour ça que je mets les acquis béavoristes sont limités dans l'espace et dans le temps, et pour ça que nous considérons que, au fond, ça n'aboutit pas à une coproduction environnementale au sens classique du terme. On est dans des logiques où chacun a peur de se faire récupérer. Alors le spontanéisme aurait ses propres limites, difficulté d'inscrire une démarche d'action dans le temps, dans un suivi social. Les habitants changent en permanence, je vais vite finir. Il n'y a pas de rencontre avec les habitants, puisqu'à la limite, j'allais dire, peut-être la demande des habitants est différente. La demande des habitants, elle est de faire un social, de faire un verdissement dans une amélioration de quartier ou de système d'existence. On s'aperçoit que dans les guérillas gardening, vous avez un turnover très important des militants. Et puis, comme il y a cette somme de référentiels, il n'y a pas un référentiel global du verdissement qui permettrait à un moment donné de fédérer les forces. Et puis ensuite, peut-être qu'il y a ce problème-là, alors évidemment, du rapport entre légalisme et illégalisme, c'est que des guérilleros aussi quittent le mouvement parce qu'ils se sentent à un moment donné prisonniers de statu quo, de la marginalité de l'illégalisme. Donc c'est ma dernière slide et j'ai fini.
Donc, on peut considérer que si la conflictualité est un élément intéressant de construction dans notre modernité, peut-être d'une éco-citoyenneté, la question mérite d'être posée. Est-ce que la guérilla gardenique pourrait-elle être cet outil, la structuration la mieux appropriée de cette construction d'éco-citoyenneté, hein, nous pensons pas. Sans processus d'agrégation et d'agencement des acteurs dans des dispositifs innovants qui construiraient le lien avec la puissance publique, acteurs et habitants, la guérilla gardenique ne pourra déboucher sur une pratique citadine environnementale qui dépassera la seule pratique militante altermondialiste. Et alors le risque, la question que je pose, et on pourra en débattre, ça sera intéressant, est-ce qu'effectivement, à ce moment-là, elle resterait dans une logique d'éphémère et provocatrice et ne permettrait pas de dépasser le stade de la contre-culture. Voilà, je vous remercie. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a un... Ah, ok, d'accord. J'ai vu la première main là-haut. Enfin, c'est celle que j'ai vue en premier. D'accord. Merci beaucoup. J'aimerais poser une question qui met Patrick à côté de Hong. La question, c'est est-ce que le concept de féralité a une limite, surtout une limite face à radioactive waste? Face à des radioactive waste. Vous avez décrit un site qui est... Voilà. Le concept de féralité dont vous parlez, est-ce qu'il y a une limite de ce concept, surtout face à le radioactive waste, qui est très féral, on dirait? Ah, je comprends, ça y est. Voilà. Ok. Non, mais excusez-moi, hein, je suis fatigué sans doute en fin de journée. Est-ce que je vous en prie? Excusez-moi. Donc, du coup, ouais, en fait, là où on a, je comprends beaucoup mieux. Ouais. Là où on a observé des effets de féralité les plus intéressants et là où ils ont été les plus étudiés, c'est autour de Tchernobyl, dans des zones radioactives. Et donc, du coup, il y a des études en cours sur Fukushima et autres zones qui sont bien connues malheureusement sur le sujet. Donc, dès qu'on a des zones abandonnées pour des raisons justement que vous avez soulignées, on a un retour de la vie sauvage. Donc, du coup, je ne pense pas que ce soit une limite. C'est juste... disons, parce que je ne pense pas en termes de limite sur ce sujet. On peut dire que ça illustre parfaitement, dans une situation extrême, enfin, plutôt rare, j'espère pour le moment, ce que signifie une évolution dont on ne connaît pas la suite, une évolution qui est spontanée, qui se déploie, et c'est ça un peu l'idée de la féralité. Parce que dans l'idée de féralité, il y a cette idée que, au niveau biologique, les milieux et les espèces concernées, eh bien, sont marqués très durablement par l'empreinte de la pollution humaine, notamment dans ce cas-là. Et donc, du coup, il y a bien cette idée qu'il y a une bifurcation. Et une évolution ensuite dont on ne connaît pas véritablement le cours, mais qu'on peut suivre. Donc au fond, ça illustre bien ce qui se passe dans une logique de féralité, oui, tout à fait. Et je crois qu'il y a même des projets de constitution, il y a même une réserve qui est constituée, une réserve de conservation de la nature sauvage qui a été constituée autour de ces sites, enfin autour du site de Tchernobyl, il me semble que oui. Mais je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier, mais je crois que oui. Alors là, non. Non, mais la question, elle est là. Si on laisse entre guillemets, renaturaliser un espace qui a été profondément touché par la radioactivité, est-ce qu'on assume le fait qu'on risque, on ne sait pas du tout, vous avez tout à fait raison, et je suis tout à fait d'accord pour laisser le nouveau se faire, mais est-ce qu'on assume le risque qu'on peut voir sortir n'importe quelle espèce de bestiole ou d'animal qui ingérerait ces objets-là et qui ensuite donnerait naissance à... Est-ce qu'on accélère le darwinisme? Enfin, je suis un peu caricatural en disant ça, mais...
Non, mais c'est Godzilla, quoi, en fait, en gros, dont vous me parlez. Du coup, moi, je suis un peu embarrassé parce que de la façon dont vous avez posé la question et comme il y a marqué ministère d'écologie quelque part, donc du coup, je me dis non, moi non, au ministère d'écologie, je n'y pense pas, ça rentre pas dans mes compétences, donc je n'assume rien au nom du ministère d'écologie. Mais personnellement, sur le plan conceptuel, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. La féralité, ça dit ça, en fait. Le concept de féralité, ça dit bien le fait qu'on a, retournant à des logiques de dynamique évolutive spontanée sur lesquelles on n'a pas de contrôle, des milieux et des espèces qui ont été durablement et peut-être profondément impactés par les activités humaines. Maintenant, après, je porte pas de jugement sur le sujet personnellement parce que je suis pas compétent sur la question des conséquences radioactives sur la faune sauvage. Je dis pas non plus que c'est une chance qu'on ait de telles situations qui se produisent. Loin de moi cette idée, c'est pas ça que je pense. Mais d'un autre côté, si on définit le concept de féralité comme on vient de le faire, je vois pas ce qu'on peut faire autrement que d'être là et suivre ce qui se passe. Parce que, je suis pas au courant sur le sujet d'autres possibilités d'action. Je suis pas au courant. Non, mais mon ignorance, c'est la seule chose que je peux assumer pour le moment. Moi, je voulais proposer de rapprocher les deux dernières interventions sur une question plus concrète que théorique. La première était pour Monsieur de Georges sur la description qu'il a faite de façon très éloquente de ces espaces qui sont réinvestis par différents acteurs et comment dans un terrain urbain de toute façon de la marge, comme par exemple ce qui se passe à Colombes avec les architectes associés autonomes, il y a eu pendant 8 années une élaboration d'un jardin vaste et partagé, autogéré, qui réhabilite aussi toute une citoyenneté dans un territoire qui finalement va être délaissé par les pouvoirs publics. À quel endroit on peut finalement chevaucher vos théories pour pouvoir laisser faire des initiatives de ce genre, et comment est-ce qu'avec l'autre intervention ça se met dos à dos, parce que j'ai le sentiment qu'on oublie quand on parle de la guérilla urbaine, la guérilla verte, de parler de la joie des citoyens de pouvoir participer dans un espace ludique qui participerait non plus d'une structuration de différents types d'urbanisme possibles, mais au contraire de revenir à des notions d'impermanence, de fluidité, voilà, qui sont encore au cœur des questions de participation. Non, je crois que vous avez raison. Faut pas nier cette. Mon objectif, c'était pas de nier effectivement cette réalité sociale de proximité qui est aujourd'hui fondamentale et qui souvent est vécue justement comme la capacité de fabriquer dans des espaces difficiles de point de vue urbanistique du lien social et de la solidarité. Donc ça, je suis d'accord. Ce que je distingue peut-être là, ça n'est peut-être pas suffisamment bien fait dans l'exposé, mais ce que nous distinguons là, c'est plutôt faire une distinction peut-être entre ceux qui se réclament de façon puriste de la guérilla gardening, de ce qui serait plutôt effectivement du jardin potager ou de la saisie de délaissés à des usages collectifs. Ce que l'on voit sur la guérilla gardening, c'est qu'effectivement, l'on voit une espèce, enfin, ce qu'on a regardé sur Grenoble notamment, c'est effectivement une espèce de spontanéisme qui effectivement, à un moment donné, j'allais dire, a du mal à rencontrer le social tel qu'il est constitué dans son épaisseur et dans ses besoins et dans ses désirs. Voilà, c'est ça que je veux simplement dire. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, mais quelquefois, si on observe la nature elle-même, il y a des plantes pionnières qui font le terrain, qui créent le terrain pour que d'autres puissent s'enraciner. Oui. Ça, c'est juste une aparté. Et puis la question, c'était sur justement quand il y a des espaces qui justement, pas simplement se végétalisent, mais s'humanisent grâce aux végétaux. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de soutien de la part des pouvoirs publics pour qu'il y ait moins de Parce que les publics, moi je pense, les seuls moments où il y a des choses enfin, la coproduction, elle existe par endroits. Il y a plein d'espaces. À Paris, elle s'est faite.
Dans d'autres territoires, elle se fait à Grenoble. La coproduction, elle existe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la puissance publique se rend compte qu'il y a une potentialité d'action sur le terrain dans des quartiers. Et à ce moment-là, on voit effectivement, c'est clair, on l'a vu sur Grenoble, on voit les pouvoirs publics venir négocier et chercher. C'est la négociation des pouvoirs publics avec les habitants, mais ça commence d'abord par un acte militant et après ça intègre la négociation. La ville, elle vient après pour négocier, pour ne pas avoir des émergences de même modèle un peu partout dans la ville. Donc oui, on veut voir. De le cadrer, de le réglementer pour qu'elle ne voit pas ces espaces délaissés justement s'introduire comme ça, et après c'est un acte qu'on ne peut plus le gérer. À Strasbourg, ça existe justement. À Paris, ça existe. Voilà. À Grenoble, ça existait, mais vous ne pouvez pas éviter. Enfin, j'allais dire, c'est peut-être là où il y a un rapport compliqué qu'il faudrait mieux étudier, parce qu'on n'a pas les réponses. Mais entre ce passage ou pas de certaines modalités de la guérilla vers effectivement l'institutionnalisation. Et là, pour l'instant, ce que nous on a vu sur Grenoble, c'est plutôt j'allais dire, des individus qui quittent la guérilla gardenique pour chercher d'autres processus d'institutionnalisation. Voilà, mais c'est que... Il faut que ça change, il faut que ça tourne. Ben voilà, ça tourne. C'est la puissance même de la guérilla, je pense. Oui, je suis et il ne faut surtout pas qu'elle soit récupérée par les institutions. C'est ce qu'ils évitent. Voilà. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand la guérilla croise d'autres émergences. Oui. C'est-à-dire, vous cherchiez, sans doute par un manque de temps, c'était juste une formule, un exemple pour les délaissés, la façon dont ils pouvaient devenir des espaces culturels aussi. Et des espaces pour prendre pouvoir sur un lieu public qui est abandonné, quoi, mais qui n'appartient pas aux gens, a priori. Il y a la ferme du Bonheur, quand même, sur un lieu symbolique, n'est-ce pas ? En plein sur l'axe de Le Nôtre, et en plein sur un projet d'établissement de terrasse qui a sa qualité, on dira tout ce qu'on voudra, mais qui est... une stérilisation totale de tout ce que cet espace-là peut amener, quoi. Voilà. Je suis désolé de devoir couper court à ces échanges passionnants. Mais donne-moi une seconde, je voudrais juste répondre à ça. Parce que mais on va devoir s'arrêter après. Mais je peux prendre une demi-seconde pour le faire. Enfin, une demi-seconde, c'est pas gagné. Non, mais je vais essayer de la prendre, mais c'est vraiment purement... parce que Roger Després et la ferme du Bonheur, je voulais en parler, mais on m'a pas vraiment laissé le temps de le faire. Parce que il était au départ du projet avec de la forêt des délaissés, et il était très proche de Bouchard sur le sujet, et on peut dire qu'il a été un pionnier en ce sens-là. Et c'est très intéressant, comme vous le faites, d'évoquer Roger Després par rapport à la question précédente, parce que je vais essayer de faire les trois en coup, sur la question de la guérilla. Parce que Roger Després a été dans une démarche affirmative, pas du tout dans une logique de guérilla urbaine, mais il a été dans une démarche du genre j'étends ma zone d'autonomie et je montre comment je peux continuer à l'étendre. Et ensuite, à travers ce travail d'extension, je rends possible une acceptation de cet état de fait. Alors ça, c'est quelque chose c'est une démarche qui relève de la non-violence, qui prend pas un discours militaire. En revanche, quand on parle de guérilla, j'ai l'impression que c'est intéressant aussi sur un point, c'est quand, par exemple, Virilio parle de la logistique militaire dans la façon dont on aménage le territoire. Et donc il y a une violence là-dedans. Et on la voit bien dans les délaissés, cette violence. Parce qu'on la voit dans la façon dont le territoire est découpé, etc. Et du coup, la logique de guérilla est une logique de contre-attaque. Et elle se positionne ainsi. Parce que ce qu'elle fait remonter, c'est cette violence de l'aménagement. Cette violence sur la vie des gens qui est faite à travers l'espace, et la violence faite à l'espace, au territoire, à la biodiversité sur ces espaces. Donc du coup, c'est une façon de prendre pied dans cette logique-là et de dénoncer ça. Mais ça ne peut pas être une fin en soi. Parce qu'une fois qu'on a dénoncé ça, on détermine un espace diplomatique, et comme vous avez dit, de négociation. Et donc du coup, on grandit. Donc il y a une dimension d'adolescence rebelle, et puis ensuite, beaucoup de gens vont passer à un stade de négociation et de discussion autour de ces territoires. Et on peut dire que la démarche de Roger Després en ce sens est une démarche mûre, parce que elle montre le chemin dans la durée sur ce genre d'approche. Merci Patrick. Merci beaucoup aux intervenants. Je vous demande de les applaudir encore une fois. C'était un très beau échange.